Bonjour. Alors, aujourd'hui, on se penche sur une situation assez tendue au Cameroun. Le 9 mai dernier, 2025, donc, un accord d'assistance technique a été signé. C'était entre les Nations Unies et ELECAM, l'organe électoral camerounais, en vue du cycle électoral 2025-2027. Oui, et notre analyse, elle va s'appuyer sur une déclaration publique assez récente du 23 juin 2025. Elle est signée par Maurice Kamto, qui est identifié comme candidat à la présidentielle de 2025. D'accord. Et cette déclaration, qu'est-ce qu'elle dit en substance? Eh bien, elle soulève de sérieuses questions sur le rôle de l'ONU là-dedans. Elle pointe du doigt un manque de transparence et surtout l'exclusion d'acteurs politiques clés de tout le processus d'élaboration de cette assistance. D'accord. Donc l'objectif pour nous, c'est d'examiner un peu les points clés soulevés dans ce document, c'est ça? Exactement, décortiquer ces critiques concernant l'implication de l'ONU dans le processus électoral au Cameroun. Parfait. Alors, commençons par l'accord lui-même. Signé le 9 mai 2025. On a les noms des C'est signataires. ça. Oui, pour l'ONU, il y a Issa Sanogo, le coordinateur résident, et Opia Mensa Kouma, qui représentait le PNUD par intérim. Et côté Elecam, on a Eno Abrams Egbe, le président du conseil électoral, et Eric Essous, le directeur général des élections. Ok. Mais tout de suite, la déclaration de M. Comto parle d'opacité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bah, c'est un des reproches principaux, oui. Le document dit qu'au début, il n'y a eu quasiment aucune communication sur cette convention. Il y a eu un communiqué d'Elecam le 15 mai, mais la source le juge vague, voire mensonger. Ah oui, mensonger sur quoi? Surtout sur l'origine de la demande d'assistance. Selon la déclaration, c'est Elecam qui a fait la demande en mai 2024, alors que le communiqué d'Elecam laisserait entendre que ça fait suite à une mission de l'ONU de juillet 2024. C'est Un décalage notable. intéressant ce point sur la chronologie. Et l'autre critique majeure, c'est l'exclusion des partis politiques, vous disiez. Tout à fait. C'est même le cœur du problème, selon la source. Comment préparer une assistance technique électorale sans consulter les partis politiques? Pour eux, cette mise à l'écart dès le départ, ça sape toute la démarche. Et c'est ça qui mène à l'accusation la plus forte du texte. Précisément. C'est ce qui conduit à dire que l'ONU sera en train d'accompagner une, je cite, forfaiture électorale. C'est un terme très très dur. Ça suggère une sorte de cautionnement d'une tricherie organisée, en gros. Une forfaiture électorale, c'est effectivement une accusation extrêmement grave, surtout envers l'ONU. Mais sur quoi se base cette idée que l'ONU ignorerait le contexte sociopolitique? La déclaration donne des exemples, j'imagine. Ah oui, elle est très détaillée là-dessus. D'abord, elle pointe le refus constant de réformer le code électoral. Alors même que LECAM, après 2018, avait reconnu qu'il fallait le faire et que l'opposition avait soumis des propositions. Ça, c'est un point clé. Et il y a d'autres éléments. Oui. Ensuite, des allégations sur l'inscription sur les listes électorales. Des millions de Camerounais, y compris dans la diaspora, seraient empêchés de s'inscrire. C'est une accusation très sérieuse sur l'accès même au vote. Empêcher de s'inscrire. Et ça continue. Oui, la source accuse aussi ELCAM de violer le code électoral actuel, de ne pas publier la liste électorale nationale comme l'exige l'article 80 apparemment. Il y a même des allégations de suppression de noms sur les listes, touchant particulièrement les femmes et les jeunes. Hmm. Et le report des élections locales? Exactement. Le report des législatives et municipales de février 2025 à mars 2026 est qualifié de fallacieux. La source estime que c'est une manœuvre qui vise spécifiquement le MRC, le parti de M. Kamto. Et tout ça dans quel climat général? Un climat décrit comme étant de répression, avec des violations des droits humains. La déclaration mentionne des assassinats non élucidés, de la torture, des détentions arbitraires, un tableau assez sombre. Donc si je résume le point de la source, l'ONU affiche de beaux objectifs. Confiance, inclusion, renforcer l'ECAM, mais sur le terrain, elle ignorerait tous ces problèmes graves et exclurait ceux qui veulent des réformes. C'est exactement ça. La contradiction est mise en avant. D'autant plus, et c'est un point intéressant, qu'un précédent projet ONU entre 2018 et 2020 avait justement recommandé le dialogue avec les partis et une réforme participative. Ah oui. Et donc la question c'est, pourquoi cette approche a changé en 2025? Voilà, pourquoi ce qui semblait pertinent il y a quelques années ne l'est plus ou en tout cas n'est pas visible dans ce nouvel accord. C'est la question que pose le document. Ce qui nous amène à nous interroger sur la nature même de l'assistance fournie. Si le cadre est si contesté, à quoi sert cette aide technique? La déclaration la voit comme une possible diversion. Elle demande pourquoi l'aide ne cible pas ce qui est vu comme
fondamentales par l'opposition, par exemple l'inscription massive des électeurs, la publication fiable des listes. Au lieu de ça, l'aide financerait des activités jugées à l'impact contextuel discutable. Comme quoi, par exemple? Des plateformes de concertation, la promotion de la participation citoyenne, des choses utiles en soi, mais qui, selon la source, ne règlent pas les problèmes de fond qui vissent le processus. Et là, la critique devient très personnelle, non? Elle vise directement des responsables de l'ONU. Oui, très direct. Elle met en cause le leadership local de l'ONU, nommément Issa Sanogo, et même le bureau régional Uni-OCA. Le texte va jusqu'à parler de connivence assumée avec le régime en place. Donc, pour synthétiser, cette déclaration, c'est une charge très virulente contre cet accord ONU-LECAM. C'est ça. Elle dénonce l'opacité, l'exclusion et accuse l'ONU de fermer les yeux, voire de cautionner un processus électoral perçu comme truqué d'avance. Dans un contexte politique très difficile, c'est une remise en cause frontale. Ça illustre bien la complexité pour une organisation internationale d'intervenir avec une assistance technique dans un pays où la situation politique est aussi polarisée. Le risque, c'est que même une aide neutre en apparence soit immédiatement interprétée politiquement. Absolument, et ça nous laisse avec une question de fond qui transparaît dans la conclusion de la source d'ailleurs. Quelles conditions faut-il réunir pour qu'une aide technique internationale renforce vraiment la démocratie, la confiance dans les élections, plutôt que d'être vue comme un soutien même involontaire à un système contesté? Exactement. Où se situe la frontière entre un appui technique qui se veut neutre et ce qui peut être perçu, à tort ou à raison, comme une forme d'ingérence ou de caution dans un jeu politique national très tendu? C'est une question ouverte.